La betterave à sucre fut découverte en Europe au XVIIIe siècle. Depuis presque 100 ans, le vieux continent tire la plus grande partie de son sucre blanc de cette plante. Aux États-Unis, où l'on vient de fêter le centenaire de la betterave, on compte plus de 100 raffineries. Les États-Unis et le Canada sont les deux pays où il se consomme le plus de sucre au monde. La consommation annuelle des États-Unis se chiffre à plus de 12 milliards de livres. La part de chaque Canadien est en moyenne de 105 livres par année. Au Canada, la culture de la betterave s'est pratiquée d'abord dans l'Ontario, l'Alberta et le Manitoba. La première entreprise viable fut établie à Wallaceburg, Ontario, en 1902. La fabrique de Chatham a été construite en 1916. Ce coin du pays nous intéresse particulièrement parce qu'à 10 000 de là se trouve Pincourt, l'un des centres canadiens français les plus florissants de l'Ontario. Avant que l'on y cultive la betterave, Pincourt était une humble paroisse agricole. Son sol mal drainé foisonnait de mauvaises herbes. Un peu de foin, d'avoine et de blé était la principale source de revenus des habitants. Aujourd'hui, Pincourt doit son étonnante prospérité à la culture de la betterave à sucre. Ici demeurent les familles Roy, Caron, Lévesque, Gagné, Pinsonneau, Martin, Trudel, Béchard, Trahan, Mailloux, Robert, venus de Saint-Jean de Tracadie, de Sorel, de Verchères, de Saint-Hyacinthe et d'ailleurs, qui y font refleurir les vertus de nos ancêtres. Pour égoutter cette terre basse, on a dû construire de longs et larges canaux. Le niveau du sol étant inférieur à celui du lac Sainte-Claire, il a fallu faire monter l'eau des canaux inférieurs aux canaux supérieurs. Ces gigantesques travaux furent soldés par la betterave à sucre. La betterave demande un sol profond, frais, sans être humide. Les terres fortes, les bonnes terres à grains, si elles sont bien égouttées, conviennent, de même que les terres où la luzerne et le trèfle poussent bien. L'ameublissement en profondeur est essentiel. Remarquez l'épaisseur de la couche arable qui varie entre 8 et 10 pouces. Après un labour profond et des hersages bien faits, le sol requiert encore beaucoup de soins. Le producteur de betterave sait fort bien que chaque fois qu'il passe le brise-motte, la herse, le rouleau, il diminue le travail du sarclage à la main, conserve l'eau du sol et augmente son rendement. C'est la guerre totale aux mauvaises herbes que ce traitement radical fera disparaître après quelques années. Le rouleau est utilisé fréquemment. Il est important de bien niveler le sol pour obtenir une levée uniforme. Le semoir ensemence 4 ronds à la fois, distants de 22 pouces les uns des autres. La graine est déposée à une profondeur de 1,5 pouce à 2 pouces. Ces longs bras, terminés d'une petite roue, se rabattent et tracent un trait qui guidera l'ensemencement de la lisière suivante. L'on recommande de semer 15 livres de graines à l'acre. Cette quantité ne doit pas vous étonner car il faut se rappeler que la semence de betterave n'a souvent qu'un faible pourcentage de germination et qu'$1 de semence de plus peut en rapporter 15 à la récolte. Le fumier de ferme est encore le meilleur engrais pour la betterave à sucre. Comme pour toute culture sarclée cependant, il faut un fumier bien décomposé pour faciliter le contrôle des mauvaises herbes. Les engrais chimiques donnent un excellent rendement. 200 à 300 livres à l'acre d'un mélange de 2-8-10, 2-16-6 ou 2-12-6 est généralement une application suffisante. La formule employée dépendra de la nature du sol et du système de culture établi. Il est toujours bon de consulter l'agronome à ce sujet. Aussitôt que l'on peut distinguer les ronds de betterave, on passe la sarcleuse mécanique. Les plants ne sont nullement endommagés parce que la sarcleuse est munie d'un dispositif d'une facilité de conduite remarquable. Les dents et les disques sont posés de manière à laisser une bande de sol non remuée de 3 à 4 pouces de largeur.
L'instrument peut sarcler de 5 à 10 acres par jour. Le rouleau brise ensuite ce qui reste de croûte en foulant le sol et diminue ainsi l'évaporation de l'eau nécessaire à la croissance des plantes. La pression du rouleau ne détériore pas les tiges souples, mais force les racines à prendre un meilleur contact avec le sol. C'est la lutte pour la vie et les meilleurs plants se redressent plus vigoureux que jamais. Immédiatement avant l'éclaircissage a lieu le deuxième sarclage mécanique. On reconnaît qu'il est temps d'éclaircir les rangs lorsque les jeunes plants ont de 4 à 6 feuilles d'environ 2 pouces de longueur. La houe dont on se sert a un manche de 20 à 24 pouces de longueur. Comme l'homme doit rester penché pour faire son travail, la houe à long manche l'obligerait à se lever et à se courber continuellement, ce qui rendrait sa besogne plus pénible. L'éclaircissage consiste à arracher la plus grande partie des plants superflus. Le démariage consiste à ne laisser qu'un seul plant à tous les 12 à 14 pouces. L'éclaircissage et le démariage peuvent se pratiquer en même temps. Un as comme celui-ci peut faire son acre dans la journée. Après le démariage, les jeunes plants sont couchés et il ne semble pas qu'ils pourront reprendre vie. Il est inutile cependant de les relever par un renchaussage, car dès le lendemain matin, ils seront déjà redressés, ce qui n'empêchera pas le rouleau de venir les écraser de nouveau contre terre. Ces épreuves de vitalité sont nécessaires au développement d'une racine forte et robuste. Il est nécessaire de sarcler et de rouler chaque fois que les mauvaises herbes apparaissent et que la croûte se fondit. À mesure que les plants se développent, la sarcleuse doit être modifiée. On enlève les disques. La forme et la disposition des dents sont changées de manière à favoriser la croissance des racines. On recommande de faire au moins 5 sarclages. La sarcleuse n'enlève pas les mauvaises herbes sur les rangs mêmes. Le sarclage à la main devient donc nécessaire. Vers la mi-juillet, la famille se donne rendez-vous dans le champ. Tout le monde est de bonne humeur, du chef de famille à la cadette, en passant par l'aîné. Les rêves d'avenir se précisent à la besogne. Songez que la récolte s'annonce très belle et que le chèque qui viendra de la fabrique cet automne fera oublier bien des fatigues. Pas trop fatigué, non? Ah oui, le travail des champs préserve bien votre teint d'écolière. Puisqu'il est reconnu que la betterave améliore le sol, la cultiver, c'est augmenter les autres récoltes. La betterave vient en tête de la rotation dans la plupart des assolements.
La betterave améliore le sol par ses longues racines qui pénètrent parfois jusqu'à plus de 6 pieds de profondeur. Elle y puise dans le sous-sol l'eau et la nourriture nécessaires là où les autres plantes à racines superficielles sont incapables de s'approvisionner. Après l'arrachage, les bouts de racines se décomposent, enrichissent le sol en humus et favorisent l'aération des couches profondes. Les céréales profitent beaucoup des conditions du sol après la culture de la betterave. Dans la région où on la pratique, les statistiques démontrent que le rendement des céréales est de 50 à 100% meilleur que dans les autres régions. Les rendements de 60 à 70 minnots d'avoine à l'acre ne sont pas rares à Pincourt. La luzerne aide beaucoup le sol à maintenir sa fertilité là où le fumier de ferme ne peut suffire. Les enfouissements de luzerne et de trèfle sont un indice de la richesse et de l'aisance des fermiers. La culture de la betterave va de pair avec l'industrie laitière. Les feuilles, les collets, la pulpe et les mélasses sont une nourriture excellente pour les bestiaux. Il faut avoir soin d'en servir aux vaches après la traite, jamais avant, pour que la saveur du lait ne soit pas changée. L'élevage des animaux de boucherie devient moins coûteux lorsqu'on a ces déchets pour les engraisser. Le troupeau de moutons a souvent sa place sur les fermes bien organisées. L'élevage du porc constitue avec l'industrie laitière la base de notre économie agricole. La culture du maïs est très profitable dans les régions betteravières. Le fameux blé d'Inde hybride récolté à Pincourt pour l'alimentation animale donne un rendement extraordinaire. On récolte jusqu'à 75 minnots de blé d'Inde égrené à l'acre. Fait intéressant à noter pour la province de Québec, certains de ces hybrides requièrent aussi peu que 85 jours de végétation. La cueillette des épis se fait encore assez souvent à la main. Mais aujourd'hui, la corvée de l'épluchette est remplacée par la machine. Ce n'est pas sans raison que la motoculture est à l'ordre du jour. Quelle rapidité dans l'exécution des travaux et que de fatigue évitée pour la main-d'œuvre. Le blé d'Inde est transporté au centre de criblage, puis il sera placé dans le séchoir. Quel beau blé d'Inde doré! La tomate, elle aussi, est une des cultures favorites de la région. Mise en terre après la betterave, elle se récolte avant et permet d'occuper économiquement la main-d'œuvre. La culture des pois et des fèves ne fait que compléter l'organisation des fermes prospères où l'on ne refuse pas les profits substantiels. L'arrachage des petites fèves blanches.
ramassage. Le battage se fait soit à la grange, soit sur le champ, avec la machine combinée qui arrache et bat en même temps. Voici un champ de fameuses fèves soya, la graine aux multiples emplois, qui fournit une grande partie des matières plastiques et des huiles. Dans les terres noires, la betterave pousse grosse mais pauvre en sucre. Mieux vaut alors cultiver dans ces champs le céleri, la laitue, les épinards ou l'oignon par exemple. Les oignons sont d'abord arrachés et étendus sur le champ. Ils sont déposés dans des boîtes à claire-voie pour le séchage en attendant d'être classifiés et mis en sac. La culture du tabac est aussi très en vogue à Pincourt. Comme les plants de tabac sont très distants sur le rang, il est possible de les transplanter à la machine. Pour les betteraves, les plants ne sont séparés que de 12 à 14 pouces et les chevaux ne peuvent pas marcher assez lentement pour qu'on puisse utiliser la planteuse. Souhaitons qu'on perfectionnera bientôt une planteuse pour la betterave, ce qui faciliterait de beaucoup le travail. Sur les terres à betteraves, on peut produire les tabacs à pipe et à cigare, tandis que les tabacs à cigarette sont réservés aux terres sablonneuses. Chose remarquable, c'est que dans les régions à betteraves, les cultures spéciales, si rémunératrices qu'elles puissent être, n'ont jamais supplanté celle de la betterave à sucre, précisément parce que celle-ci est une plante améliorante du sol et du sous-sol. Une bonne jachère d'été prépare le terrain pour l'année suivante et fait partie du plan de lutte sans merci contre les mauvaises herbes. Nous sommes à la fin de septembre. Le temps est clair et frais, une bonne journée pour commencer la récolte. Les feuilles basses sont déjà jaunies, premier signe de maturité. L'analyse sur le champ révélerait que la teneur en sucre de la racine dépasse 15%. Récolter la betterave aujourd'hui n'est plus le travail pénible d'autrefois. L'arracheuse mécanique fait en quelques heures ce qu'un homme ferait en quelques jours. La conduite de l'arracheuse mécanique est si aisée, son fonctionnement si souple. Les racines sont soulevées si facilement que les chevaux peuvent marcher à grands pas sans fatigue. 4 et 5 acres d'arrachage se feront par jour sans effort. Dans les terres fortes, 2 disques sont ajoutés à l'instrument pour faciliter le travail. Il y a aussi cette arracheuse très simple et peu coûteuse que le forgeron du village peut fabriquer aisément. Elle est très pratique pour le fermier dont la production se limite à quelques acres. Cette arracheuse fonctionne à merveille. Pas besoin même d'en tenir les manchons, comme on dit chez nous. Il
arrive que les mottes adhèrent si fortement à la betterave qu'il faut passer la herse pour dégager les racines. Le décolletage des betteraves. Muni d'un large couteau dont la pointe se termine par un crampon, on pique la betterave adroitement pour la ramasser. On la saisit dans sa main gauche et on la tranche à la base du collet. Quand on n'est pas gaucher, bien entendu. La faucille fait aussi un bon couteau de décolletage. En voici un qui s'y connaît en décolletage. Il accomplit en vitesse l'un des travaux les plus importants de la récolte. En effet, il ne faut pas couper seulement les feuilles, mais tout le collet. Le collet n'est pas riche en sucre, et s'il n'était pas convenablement enlevé, le producteur verrait le pourcentage moyen en sucre de sa récolte s'abaisser, diminuant par le fait même le prix payé par la fabrique. Toute cette partie verte doit disparaître. Inutile de transporter à la fabrique les déchets qu'elle ne peut utiliser. Voici un décolletage parfait. Une autre méthode consiste à prendre deux rangs à la fois. On ramasse une betterave à droite, l'autre à gauche, on les choque ensemble afin de dégager la terre adhérente pour ensuite les jeter en tas. C'est à côté de ceux-ci qu'on laisse les feuilles lors du décolletage, tandis que les racines sont lancées sur un tas central pour faciliter le chargement. La marmaille a de quoi se rendre utile tout en s'amusant. Les enfants transportent à la grange les feuilles qui seront servies aux bestiaux. Jugez de la grosseur des racines dans un champ qui produit 20 tonnes à l'arpent. Si les betteraves n'étaient pas transportées à la fabrique immédiatement, il faudrait recouvrir les tas avec des feuilles afin de prévenir les pertes occasionnées par les intempéries. Les betteraves sont chargées dans un wagon au moyen d'une fourche dont les dents sont arrondies au bout pour ne pas piquer les racines. Les voitures se dirigent vers la grange où aura lieu le chargement du camion qui part pour la fabrique. Le cultivateur ingénieux sait ménager ses bras et utiliser ses moteurs au bon moment. La fabrique de Chatham, Ontario, fondée en 1916, est la plus considérable au Canada. Sa production annuelle dépasse les 60 millions de livres de sucre granulé blanc. Une longue suite de camions et de voitures à traction animale chargées de betteraves encombre souvent la circulation des routes aux abords de la fabrique.
Une vue des vastes cours d'arrivage. On procède d'abord au pesage brut des voitures. Voici le peseur à ses fonctions dans sa cabine. Une facture sur laquelle est inscrite le poids de la charge est remise au conducteur. Le déchargement s'opère soit au moyen d'une bascule hydraulique, soit encore à la fourche. Ces employés circulent entre les voitures et prélèvent un échantillon d'un demi-minot de chaque charge. Ces échantillons sont lavés, le décolletage est vérifié et repris s'il est mal fait. On note la tare, c'est-à-dire les pertes de poids occasionnées par la terre et le décolletage qui n'est pas au point. L'échantillon est ensuite envoyé au laboratoire où l'on déterminera le pourcentage de sucre. Le producteur est payé au prorata de ce pourcentage. Les voitures sont ensuite pesées vides afin d'obtenir le poids net de la charge qu'elles contenaient. Toutes les betteraves n'arrivent pas par camion. Les producteurs plus éloignés expédient leur récolte par chemin de fer. Certains wagons se déchargent facilement lorsqu'ils sont munis de trappes sur les côtés. La grue mécanique reste tout de même le décor familier des quais de déchargement. Cet immense amas vous donne une idée de la production de la région. Plus de 225 000 tonnes par année. À certains moments, l'affluence des arrivages est telle qu'on doit utiliser les champs voisins. Durant ces jours de fiévreuse activité, le lunch est pris à la volée. L'espiègle petit homme ne quitte pas pour tout ça son air jovial. Des canaux convoyeurs sont installés sous l'état. Le fort courant d'eau qui y circule transporte les racines à l'intérieur de la fabrique. Les cours sont divisés dans le sens de la longueur en parcs. Chacun de ces parcs est traversé par un canal convoyeur. Tous les canaux convoyeurs confluent au canal collecteur qui pénètre dans la fabrique. Sous les monceaux de racines, les canaux sont recouverts. Les couvercles sont enlevés les uns après les autres pour laisser tomber les betteraves. On les remet en place avant que le parc soit rempli de nouveau. De part et d'autre, les canaux entraînent sans arrêt des racines vers la fabrique. Ils convoient plus de 3000 tonnes de racines par 24 heures. Maintenant, pour vous donner une idée du procédé de raffinage, voici une série de graphiques beaucoup plus explicatifs que les machines compliquées d'une grande raffinerie. Des dispositifs ingénieux débarrassent les racines de la terre, du sable et de l'herbe qui y adhère avant leur entrée dans la fabrique. Parvenues dans la raffinerie, les betteraves sont entraînées par le courant d'eau dans un cylindre horizontal où elles sont agitées et d'où elles sortent blanches et propres. De là, elles tombent dans les godets d'un convoyeur vertical qui les transporte dans la balance automatique. Dès que la charge atteint le poids d'1 tonne, le récipient bascule et déverse son contenu dans le coupe-racine.
cette machine-outil débite les racines en paillettes, appelées cossettes. Nous en sommes maintenant à l'extraction. Une chaîne sans fin distribue les racines, c'est-à-dire les cossettes, dans chaque diffuseur. Les diffuseurs communiquent ensemble par une tuyauterie. Un courant d'eau chaude circule d'un diffuseur à l'autre, baigne les cossettes et se charge de sucre. Au sortir des diffuseurs, la pulpe séparée du jus est dirigée vers le dessiccateur, constitué d'un fourneau à charbon surmonté d'une chambre à air chaud. Les gaz s'échappent par la cheminée, tandis que la pulpe séchée est mise en sac, pesée et pressée pour être vendue. La pulpe séchée fait un fourrage excellent. Mais revenons au jus sucré. Tel quel, il contient plus de 400 corps organiques et inorganiques étrangers qu'il s'agit d'éliminer au moyen de la carbonatation. Il est alors apporté dans les mesureurs de jus qui enregistrent mécaniquement la quantité de liquide en circulation. Le jus est additionné de lait chaud et reçoit dans le premier clarificateur un courant de gaz carbonique qui le purifie. Au travers d'un filtre, le jus passe dans le second clarificateur pour y subir une deuxième carbonatation à une température plus élevée. Filtré de nouveau, le jus arrive au troisième réservoir, où il est traité aux vapeurs de soufre. Au troisième filtre, le jus est légèrement jaunâtre et parfaitement liquide. Pour arriver au sucre cristallisé, on soumet le jus à une forte évaporation. Il traverse pour cela une série de chaudières chauffées à la vapeur qui le concentrent à la densité de sirop. Sa teneur en sucre est de plus de 50%. Après un dernier traitement aux vapeurs de soufre et un dernier filtrage, le sirop concentré est apporté à un réservoir d'où il sera conduit à la bouilloire de cuisson. Lorsque la cristallisation est à point, la masse cuite est soumise à l'action des centrifugeurs qui séparent le sucre granulé de la mélasse. La mélasse est vendue aux fabricants d'alcool, de levure ou aux cultivateurs qui la servent aux bestiaux avec les fourrages. Le sucre blanc est essoré, pesé et mis en sac pour le marché. Il est gros ou fin selon les besoins du consommateur. Le sucre de betterave est identique en tout point au sucre de canne, et même un chimiste ne saurait les distinguer l'un de l'autre. Sucré, n'est-ce pas, les petits?